dans cette nouvelle séance de la séquence 1 de géographie de la classe de 4e intitulée « Les espaces et les paysages de l'urbanisation ». Aujourd'hui, nous allons prolonger nos deux études de cas consacrées à Mexico City et à Londres parce que nous allons mener une double étude ici au sujet de Mexico City comme de Londres, et nous allons voir que l'urbanisation rime avec la ségrégation sociale. La ségrégation sociale, je te le rappelle, c'est une forme de discrimination, et comme toute discrimination, elle est donc fondée sur le rejet d'une différence, sur le fait de rabaisser autrui, parce qu'il est différent par la richesse, autrement dit parce qu'il est plus pauvre que les autres. Et on va voir que aussi bien à Londres qu'à Mexico City, eh bien, la ségrégation urbaine est en marche, aussi bien dans une ville riche que dans une ville pauvre. Riches et pauvres ne vivent pas ensemble, même s'ils vivent côte à côte. Au cours de cette deuxième partie de séance, tu vas découvrir que Mexico City est aussi un haut lieu de la ségrégation urbaine, autrement dit que là encore, la séparation entre les riches et les pauvres est la règle dans la capitale du Mexique. Je t'invite pour commencer à regarder cette carte qui a l'avantage de te rafraîchir la mémoire sur l'emplacement de la ville-centre et des banlieues de Mexico, puisque tout ce qui est en rouge orangé, c'est la mégapole mexicaine, avec en son cœur le quartier du Zocalo, marqué centre historique, c'est le vieux Mexico espagnol des conquistadors. Bon, et ensuite on a donc ces banlieues fragmentées, éparpillées, morcelées, particulièrement au nord et au sud de Mexico, qui s'étirent sur des dizaines de kilomètres. Bon, voilà, ça on l'avait déjà vu, c'est juste un rafraîchissement de mémoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette carte nous propose une vision assez originale des habitants de Mexico, selon que les couples, les ménages, ou les familles, ce qu'on appelle les ménages, avec ou sans enfants, les couples avec ou sans enfants, disposent d'une automobile, au moins d'une automobile, ou pas. Et ça, c'est un indicateur de richesse. Parce qu'un couple qui dispose d'une ou plusieurs voitures, peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse d'une Rolls-Royce ou d'une Twingo, mais à partir du moment où ils ont au moins une voiture pour se déplacer, c'est un indicateur de richesse. Surtout dans un pays pauvre, malgré tout, comme le Mexique, ou un pays émergent, comme on dit, c'est-à-dire un pays qui est en train de sortir de la misère, mais qui n'est pas encore considéré comme un pays riche. Alors, plus la population du quartier va être motorisée, c'est-à-dire disposer d'au moins une voiture, plus cette population va être en rouge. Inversement, moins la population du quartier possède d'automobiles, et moins la population est riche. C'est ce que signifie cette carte. Alors, il faut quand même prendre une précaution, parce que si tu regardes en plein centre de la mégapole mexicaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le centre historique, avec la place du Zocalo, eh bien, on pourrait en tirer la conclusion que ce sont surtout les pauvres qui dominent dans ce quartier, puisque d'après la légende, on a moins de 30% des gens qui disposent d'une voiture. Donc on pourrait se dire, voilà, les pauvres, ils habitent au centre-ville. Sauf qu'en fait, il ne faut pas oublier que parce qu'on est justement au cœur d'une mégapole, au cœur d'une des villes les plus peuplées, les plus embouteillées au monde, un certain nombre de Mexicains qui ont les moyens
d'avoir des véhicules, eh ben, n'en utilisent pas, n'en ont pas, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas l'utilité, parce qu'ils sont déjà en cœur de centre-ville, que si en plus leur travail se trouve à 2 pâtés de maison, ils ne vont pas avoir besoin d'une automobile, que s'ils doivent se déplacer sur une distance de quelques kilomètres ou un peu plus, ils utiliseront les transports en commun, comme les bus par exemple. Parce qu'une voiture, ça coûte cher, même si on a les moyens d'en posséder une ou deux, ça coûte quand même cher. Si c'est pour passer son temps dans les embouteillages automobiles, à craindre de retrouver sa voiture rayée, cabossée ou carrément volée, sans oublier le casse-tête du stationnement, parce que les parkings sont toujours pris d'assaut dans ce genre de mégapole, eh bien, vous avez des gens riches qui se passent de voitures, tout simplement, non pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir ça en tête avant d'en tirer des conclusions un peu hâtives. Cette précaution prise, si on regarde malgré tout de près la carte du Grand Mexico, de la mégapole mexicaine, on se rend compte par exemple qu'un quartier comme la Zona Rosa, qui jouxte le centre historique, le vieux Mexico, un quartier de gens très riches, eh bien on voit que le taux de motorisation des couples ou des familles est particulièrement élevé, l'un des plus élevés de la capitale mexicaine. Les riches, ils ont les moyens de rouler en bagnole. Et quand bien même les habitants de la Zona Rosa vivent quand même très près du centre-ville, ils ont des voitures. Il n'en va pas de même des habitants du bidonville d'Iztapalapa, qui se situe à l'est de la mégapole, qui se trouve dans les banlieues assez éloignées, puisque ça n'a pas l'air, mais Iztapalapa, on est aux alentours de 40 km à vol d'oiseau du centre-ville, de la place du Zocalo, puisqu'on a quand même affaire à une ville très très étalée dans l'espace. Et là, on est chez les très pauvres, chez les particulièrement pauvres. Et là, à Iztapalapa, dans un quartier où de toute façon, parfois il n'y a pas de rue, puisque les maisons poussent comme des champignons au petit bonheur, la chance, et bien de toute façon, on n'a pas les moyens d'avoir des voitures, et ça se voit, puisqu'on a des scores de motorisation des ménages qui sont parmi les plus bas de toute la population de la mégapole. Alors tu vas me dire que oui, mais entre la Zona Rosa à l'ouest et puis Iztapalapa à l'est, il y a plusieurs dizaines de kilomètres, donc les riches et les pauvres, ils habitent quand même pas si près les uns des autres. Peut-être, dans ce cas particulier. Mais si tu regardes cette photographie prise du ciel, prise d'un drone, eh bien là, tu peux avoir l'occasion de te rendre compte qu'en réalité, riches et pauvres sont parfois voisins. La preuve avec donc cette vue, je te traduis le titre, un drone a capturé ces photos choquantes des inégalités sociales dans la plus grande ville du Mexique. On aperçoit à l'arrière-plan de la photographie ce qui constitue sans nul doute un quartier des affaires parce que les immeubles sont bien trop verticaux pour être des immeubles. En fait, ce sont des gratte-ciel, des buildings, comme disent les anglo-saxons, puisqu'ils sont plutôt faits de verre et d'acier, d'aluminium. Donc là, c'est un quartier pour les finances, les banques, les assurances, un quartier essentiellement de travail, où les logements résidentiels dans les gratte-ciel sont pour les riches. C'est un quartier de riches.
C'est l'équivalent du Central Business District qu'on trouve en Amérique du Nord. Sur la gauche et sur la droite de la photographie, là ce que j'ai cerné de jaune, on trouve des quartiers qui ne sont pas des quartiers d'affaires, qui sont davantage des quartiers résidentiels, où la place est beaucoup moins comptée, où on a des espaces verts. Et ça, c'est déjà la marque d'un quartier réservé à des classes aisées ou au moins moyennes. Et on a peut-être affaire, alors j'en suis pas sûr pour ce qui est du quartier à la gauche du viaduc routier, mais on a peut-être affaire à des gated communities. C'est certainement le cas pour l'espace à droite, c'est-à-dire des quartiers pour les riches, ou au moins les classes moyennes mexicaines. Je vais revenir sur ce que c'est que les gated communities dans un instant. Et puis, coincé entre deux espaces de richesse et le viaduc autoroutier, un habitat confus où les bâtiments sont tellement collés les uns aux autres qu'on n'arrive pas à distinguer des rues. On sent que c'est très très anarchique, qu'il n'y a pas la moindre place pour un brin d'herbe, et ça c'est tout à fait caractéristique d'un bidonville, ce que l'on appelle pudiquement un habitat informel, c'est-à-dire un habitat illégal, clandestin dans le sens où il n'est pas censé exister, mais le fait est qu'il existe bel et bien, et qu'il ne se cache pas. Et donc, les très riches et les très pauvres sont voisins. C'était déjà ce qu'on avait observé à Londres, sauf qu'à Londres, il n'y a pas quand même de bidonville et que les habitants des bidonvilles sont extrêmement pauvres. Alors, commençons par un espace de richesse, celui de la Zona Rosa, qui est une gated community que l'on trouve juste à côté du quartier d'affaires dynamique de Paseo de la Reforma, c'est-à-dire un quartier d'affaires. Là on voit bien, on est dans le CBD. On n'est pas tout à fait au cœur de ville, on n'est pas tout à fait on n'est pas très loin du Zocalo, mais on n'est pas quand même en cœur de ville, tout simplement parce que ce sont des quartiers récents qui prennent beaucoup de place et que la place c'est ce qui manque en centre-ville. Donc on est dans la banlieue très proche de la ville-centre, on est quand même très près du cœur de Mexico. Et juste à côté du quartier d'affaires, on a donc une gated community, la Zona Rosa. Et la Zona Rosa, comme tu peux le voir, c'est un quartier qui est plutôt à habitat pavillonnaire, donc des maisons avec un seul étage, ou voire des maisons de plein pied. Donc on est dans un habitat plutôt horizontal, avec beaucoup d'espace, des jardins, des espaces verts qui séparent les maisons les unes des autres. Pas de doute, on n'est pas chez les pauvres. Ici, on est plutôt chez des gens aisés, voire très riches. C'est un espace fermé, avec des grilles, des barreaux, des caméras, des vigiles, peut-être même des vigiles armés. Mais on n'est pas dans une prison. Ou alors si on est dans une prison, les prisonniers sont volontaires pour être emprisonnés parce qu'il s'agit d'une cage dorée. Parce qu'on est entre gens riches qui cherchent avant tout à se protéger des intrusions, à se protéger des indésirables. Et les indésirables, au mieux ce sont les pauvres, au pire ce sont les criminels, les dealers de drogue, les voleurs, d'autant qu'on est dans un pays quand même relativement pauvre et qu'on est aussi dans une ville plutôt dangereuse, avec une forte insécurité. Et les riches choisissent de se protéger entre eux. Et donc, une gated community, quand elle est vaste comme celle de la Zona Rosa, en fait c'est une ville dans la ville.
c'est une ville à l'écart du reste de la ville. Et comme on y trouve tout ce dont on a besoin, des équipements, des commerces, je sais pas moi, des salles de musculation, pourquoi pas, des cinémas, en fait, pour peu qu'en plus le travail soit à proximité immédiate, eh ben, on n'a quasiment pas besoin de sortir de cet espace privilégié et protégé que constitue la gated community. Alors, comme son nom l'indique, c'est pas né au Mexique, hein. Gated community, c'est un concept qui est né aux États-Unis, mais qui s'est beaucoup développé de par le monde. Il y a même une gated community du côté de Nice, parce que partout des gens aisés se sentent menacés, à tort ou à raison, et désirent se mettre à l'abri et se protéger, en particulier des pauvres. Et dans certaines gated communities, on a poussé le concept tellement loin, je crois qu'il y en a une du côté de Miami, il me semble, où non seulement il faut être riche pour pouvoir y vivre, mais en plus, il ne faut pas avoir d'enfants en bas âge. Parce que les enfants, c'est bruyant, ça crée du désordre, ça dérange les voisins. Et donc, on décline à l'infini le concept de gated community, où là, on n'est pas dans une logique de vivre ensemble. Ou alors, si on est dans une logique de vivre ensemble, c'est une logique de vivre ensemble entre gens du même milieu social et des gens qui ont le même mode de vie et qui se ressemblent beaucoup. Donc en fait, c'est extrêmement excluant, puisque tous les autres, on les rejette. Donc on est bien dans une logique de ségrégation sociale. Parce que on est véritablement dans un autre monde que celui des bidonvilles d'Iztapalapa ou de Nezahualcóyotl, dont je vais te parler maintenant, et qui sont également situés à Mexico City, davantage dans la grande banlieue éloignée, celle de la couronne périurbaine, et là sur des espaces immenses. Eh bien, parce que, par exemple, Iztapalapa fait au moins 120 km² maintenant, sans doute davantage. On a jusqu'à pratiquement 2 millions d'habitants, peut-être même plus, parce que de toute façon, on ne sait pas les compter. On ne peut pas les compter, puisque ce sont des gens qui, comme tu vas le voir dans une vidéo que je vais te passer maintenant, ce sont des gens qui viennent de l'exode rural, qui sont des paysans pauvres, parfois illettrés, qui viennent chassés par la sécheresse, par le réchauffement climatique, par la pauvreté, qui sont chassés de la campagne et qui viennent se réfugier en ville et en particulier à Mexico City. Et ces gens-là, ils ne s'annoncent pas, hein, ils s'installent où ils peuvent, comme ils peuvent, hein, tu vas le voir, la vidéo est très éclairante à ce sujet. Et donc, ils ne se font pas recenser par la municipalité de Mexico, hein. Donc on ne sait pas exactement combien il y a d'habitants, mais c'est quand même fou de se dire que le bidonville d'Iztapalapa abrite probablement pratiquement autant d'habitants que la ville de Paris dans sa définition de Paris intramuros, c'est-à-dire Paris entre les murs, c'est-à-dire les 20 arrondissements de Paris, c'est-à-dire Paris dans sa définition certes la plus petite, mais quand même, ça fait quand même 2 millions d'habitants, c'est incroyable. Bon, je te rappelle que la mégapole de Mexico fait quand même plus de 22 millions d'habitants, sans doute autour aujourd'hui de 25 millions, donc ça veut dire que les très pauvres qui s'entassent dans le bidonville d'Iztapalapa représentent à eux seuls 10% de la population de la mégapole. Alors voilà, je te propose de regarder ce reportage assez récent, qui est assez poignant aussi, hein. Tu vas voir que vraiment les gens qui vivent à Iztapalapa, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, hein. Et que s'ils habitent sur la pente d'un volcan, c'est pas par fantaisie, hein, c'est pas pour épater le monde, c'est juste parce que ils n'ont trouvé de place pour s'installer nulle part ailleurs. Et donc, tu trouveras, si tu tapes le quartier d'Iztapalapa, Mexico sur YouTube, tu trouveras cette vidéo et vraiment, je t'invite à la regarder, à l'étudier. Alors, un autre bidonville dont je te parle rapidement parce que c'est peut-être le plus grand de Mexico City.
puisqu'il compte 2 fois plus d'habitants encore que celui d'Iztapalapa. Il est encore un peu plus éloigné, là on est à 60-70 km peut-être du centre-ville de Mexico. Donc là on n'est absolument pas raccordé au centre-ville de la mégapole. Et le Nezahualcóyotl, qu'on appelle avec dérision le Netzayork, hein, eh bien, est peut-être l'un des plus grands bidonvilles, non pas du Mexique, mais carrément du monde. Et comme à Iztapalapa, eh bien, les conditions de survie, on ne peut pas appeler ça vraiment des conditions de vie, les conditions de survie sont très difficiles. Hein, comme la photo, je pense, se passe de commentaires, on est au royaume de la débrouillardise, mais néanmoins une vie s'organise avec, comme tu peux le voir là sur la droite de la photo, derrière l'homme là, une boutique, une épicerie. Alors une épicerie faite de briques et de broc, une épicerie de bidonville qui n'est probablement pas qui n'a probablement pas déclaré son activité aux autorités, qui ne paye donc probablement pas d'impôts. De toute façon, elle n'en aurait peut-être pas les moyens. Mais néanmoins, la vie s'organise et tu vois par exemple que l'électricité est apparue, les gens tirent des câbles et se raccordent plus ou moins légalement au réseau d'électrification de la ville. Parce que les autorités, dans un premier temps, font comme si ces quartiers informels, donc clandestins, n'existaient pas. Mais quand on a des millions d'habitants, on finit quand même par les prendre en compte. Donc on installe tant bien que mal l'électricité. Par contre, pour ce qui est du tout à l'égout, ou même de l'eau courante, là, il ne faut pas rêver, hein. Et on sait que des familles entières, une famille entière sur 2, au moins dans ces bidonvilles, vit dans une unique pièce. Alors il ne faut pas s'étonner que pour beaucoup des habitants de ces bidonvilles, eh bien, quand ils découvrent qu'ils n'ont pas plus d'avenir en ville qu'à la campagne, eh bien, un certain nombre, ne serait-ce que pour nourrir leur enfant, il ne s'agit pas de leur trouver des excuses, mais il faut quand même bien avoir conscience des réalités sociales. Un certain nombre d'hommes ou de femmes glissent vers la délinquance, la criminalité, sont recrutés par les cartels de drogue mexicains, parce que quand on a des enfants à nourrir et qu'on n'a pas de travail et qu'on n'a pas d'avenir, eh bien, on prend le travail que l'on trouve du moment que l'on est payé, et tant pis si l'on est payé par des trafiquants de drogue. Et ça fait donc que, punition suprême pour les gens qui survivent dans les bidonvilles, ils sont en plus la proie, eh bien, de l'insécurité la plus forte. Parce que peut-être que les riches se sentent en danger malgré la protection de leurs grilles et de leurs gardiens dans les gated community, mais la véritable insécurité au quotidien, elle est dans les bidonvilles. Et l'insécurité est aussi d'ailleurs dans le domaine de l'hygiène et de la santé, parce que notamment on l'a vu avec la crise de Covid 2019-2020, la pandémie de Covid a davantage ravagé les bidonvilles, hein, forcément, avec des gens entassés les uns sur les autres, qui n'ont pas accès à l'hôpital ou difficilement, qui n'ont pas accès à l'eau courante, l'eau potable. Forcément, ça aggrave encore un peu plus les problèmes de ces gens qui sont déjà relégués dans les banlieues les plus lointaines et qui finalement ne profitent pas vraiment du confort de la ville, qui n'en subissent que les pires côtés.